Bienvenue à chacune et à chacun dans les programmes d'ARECOAT pour cette dernière conférence de notre 16e année. Bienvenue donc aux anciens adhérents et aux nouveaux. La dernière adhérente vient de Narbonne, donc merci à elle. On est vraiment très content de vous retrouver à travers l'Hexagone dans différentes régions. Alors aujourd'hui, nous avons donc un thème qui est visage et expression, face et sainte face dans l'art moderne et contemporain, entre figuration, abstraction et non-figuration. Donc c'est un thème très ancien et majeur en histoire de l'art, la représentation du visage, et cette représentation a beaucoup évolué au fil des siècles. Il a ceci de particulier qu'il convoque la personne humaine dans sa dimension intérieure, celle de l'artiste et du modèle qui lui fait face, avec son caractère, sa personnalité, sa psychologie, ses expressions et ses émotions. L'âme et l'esprit comme autant de miroirs de soi, de l'autre et du tout autre, entre parenthèses, Dieu à travers le visage du Christ. Bien plus qu'une partie du corps humain anatomique, le visage dans l'art n'est pas non plus qu'une question de ressemblance. Et on pourrait dire heureusement pour les modèles de Picasso ou même de Matisse. Sa représentation se fait aussi l'écho d'une époque, d'un style, d'un talent, d'une vision. En réalité, le visage englobe de nombreux sujets classiques en peinture, dessin, sculpture ou photographie. Et l'on peut se demander si tout visage ne serait pas sacré pour l'artiste au point de vouloir l'éprouver dans la matière. À la période moderne et contemporaine, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ces thématiques n'échappent pas au bouleversement lié notamment au contexte où le visage de l'humanité tout entière se trouve défiguré par les drames des 2 guerres mondiales et de la Shoah, par l'avènement d'une société sans Dieu et le triomphe de l'abstraction dans l'art. Que reste-t-il du visage humain au XXe et XXIe siècle entre figuration, défiguration et effacement? Qu'en est-il de la persistance du visage de Dieu dans l'art? Et pour nous en parler, donc nous accueillons avec très grand plaisir et beaucoup d'amitié, Valérie Buisine, docteure en théologie et art de l'Université catholique de Lille, enseignante en histoire de l'art, qui est notre invitée cet après-midi pour ce sujet passionnant autour du visage, des expressions, des faces et des saintes faces dans l'art moderne et contemporain. Voilà, alors Valérie, je te cède la parole. Merci Laurence et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous en visioconférence. Et puis la petite surprise, c'est que en fait, je suis à Volsheim, au-dessus de Laurence, puisque je devais venir ce week-end ici, donc en visioconférence, mais proche de vous. Et donc, j'en suis vraiment ravie. Alors, traiter de ce thème du visage maintenant, alors qu'on est resté masqué pendant 2 ans, c'est vraiment le bon moment, parce qu'on a eu le temps de s'interroger sur l'importance du visage dans nos rapports sociaux. Et lorsqu'on a défini ce thème avec Laurence l'an dernier, on ne se doutait pas qu'on allait en reprendre pour 1 an de masque. Et justement, il y a 1 an, le 30 avril 2021 très exactement, ce livre est sorti, Faire face, le visage et la crise sanitaire. Et à cette occasion, il y a eu un édito sur la radio RCF, signé Blanche Streb, consacré au port du masque et à la difficulté à vivre sans sourire et sans visage. Alors, c'est un essai de philosophie et de combat sur le visage humain, sa beauté et sa défiguration par le masque. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les artistes modernes et contemporains, donc des 20e et 21e siècles, n'ont pas vraiment attendu le Covid pour défigurer le visage humain dans l'art, quand d'autres, au contraire, l'ont montré avec une précision presque chirurgicale. Car d'autres événements bien avant le Covid ont contribué à révéler la beauté du visage, mais aussi à dénaturer le visage humain. Donc, on va étudier de nombreux exemples à travers quelques artistes phares. Alors, dans ce livre, entre autres, on nous rappelle qu'en grec, le mot esclave veut dire sans visage, comme si le visage avait un rapport avec l'identité, la dignité de la personne, et c'est effectivement le cas. Alors, à l'extrême inverse, dans ce livre, on nous interpelle aussi sur la situation en Chine, où on transforme les visages en données informatiques, les data, comme on les appelle, pour mieux surveiller le peuple via la reconnaissance faciale, et ça risque bien d'arriver un jour en France. Alors, soit dit en passant, il y a des personnes pour qui le masque est plus avantageux, sans vouloir être désagréable,
Par exemple, quand on voit les vieilles de Goya, on se dit que c'est peut-être mieux avec le masque. Et alors, au-delà de l'anecdote, dans une conférence de l'historien de l'art Itzhak Goldberg, qui est une conférence que j'avais suivie il y a une dizaine d'années, et donc Itzhak Goldberg est un grand spécialiste du peintre Javlensky et de la question de l'effacement du visage dans l'art, il disait que le peintre Goya serait le premier artiste à ne plus croire que le visage soit un prolongement de Dieu dans la création, suite à son expérience des gens de pouvoir à la cour d'Espagne, dont il a une vision très sombre. Et pour lui, les gens de pouvoir, on dirait des poupées. Leur visage serait une mascarade. Or, dans le mot mascarade, il y a masque. Alors, ce thème du visage, on peut l'approcher de différentes manières. Alors, bien sûr, par l'histoire de l'art, comme le rappelait Laurence il y a quelques minutes, on voit que ça recoupe beaucoup de sujets différents dans l'histoire de l'art. Le portrait, l'autoportrait, face et sein de face, visage, buste, expression, émotion, psychologie, intériorité, la caricature aussi, et les gueules cassées, avec le peintre Autodix, et j'y ferai allusion en conclusion à ces gueules cassées d'hier et d'aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr ici, c'est que le visage n'est pas qu'une question de ressemblance, mais aussi une question de style, d'époque, de ressenti, de vision de l'artiste. Et là, vous voyez tout un ensemble de visages extrêmement différents dans les styles et les époques. On peut aussi approcher ce thème par l'actualité. Alors, comme un pied de nez à nos visages masqués, en 2021, il y a une exposition qui a été inaugurée à Amsterdam sur l'art du portrait, avec notamment ce très beau portrait de jeune fille. Et ce portrait, la beauté du visage passe, si vous remarquez bien, par un respect d'un léger strabisme du modèle. C'est un regard de biais qui fixe le spectateur d'une manière singulière. Alors avec ce regard, la Joconde n'a qu'à bien se tenir. Alors si le sujet du strabisme en peinture vous intéresse, il existe un podcast sur France Culture. Il suffit de taper France Culture et strabisme en peinture et vous tomberez dessus. Et ce portrait a été également utilisé dans une pub pour de la vaseline, donc comme quoi l'histoire de l'art peut aussi se retrouver quelquefois dans la publicité. Alors, ce célèbre portrait flamand a appartenu aux collections Médicis et est aujourd'hui conservé à Berlin. Dans cette exposition de portraits à Amsterdam, il y avait plus de 100 tableaux et sculptures des plus grands maîtres des écoles d'Italie et du Nord des 15e et 16e siècles, comme Dürer ou Véronèse. Et l'expo mettait en lumière l'image que les individus projetaient d'eux-mêmes à l'époque, en abordant des thèmes tels que l'amour, la famille, le pouvoir ou la foi. Alors, on peut aussi tenter, dans ce thème, une approche philosophique. Alors, avant, j'ai oublié 2 pages par rapport à l'actualité. Alors, c'est aussi une coïncidence, c'est que j'ai reçu le nouveau numéro de Connaissance des Arts du mois d'avril qui est justement consacré au thème « Exprimez vos émotions ». Et déjà, le hasard fait que j'étais tombée sur un vieux Beaux-Arts de 2019 avec ce thème « Comment les artistes traduisent nos émotions ». Donc, c'est un thème qui est traité, celui du visage, de différentes manières, que ce soit dans des livres, des journaux. Et il y a eu aussi cette exposition tête-à-tête, donc sans masque, effectivement, c'était en 2021-2022, parce que le musée de Reims a prêté pendant ses travaux une série de portraits de Lucas Cranach au musée Unterlinden. Et récemment aussi, j'ai vu sur Arte un documentaire sur le visage dans l'art, portrait et autoportrait de femmes. Alors, je n'ai pas repris d'éléments par rapport à ces portraits autoportraits, mais j'ai eu plaisir quand même à regarder et je pense qu'il est toujours visible en replay si le sujet vous intéresse. Alors, on peut tenter aussi, donc, dans cette introduction, une approche philosophique du thème avec Emmanuel Lévinas sur cette question donc, du visage, avec ces 2 citations que je ne vais pas commenter, je me contente de vous les lire. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux.
quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Et cette autre partie de texte, la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénudée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénudée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses et une contenance. Et c'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un qui rougit, c'est très dépouillant de se retrouver nu avec son visage face à l'autre parce qu'on a l'impression qu'on peut lire en nous à livre ouvert, et il y en a qui sont spécialistes dans l'art de se cacher derrière des expressions de leur visage. Donc c'est un grand sujet. Alors, en attendant d'entrer dans le cœur du sujet, donc, qui sera consacré au visage dans l'art moderne et contemporain, avec le cas particulier donc, des seins de face, je vous propose quelques aspects historiques sur le visage dans l'art qui seront, vous allez le voir, très éclairants pour la suite. Alors, je commence par les origines, avec les Vénus préhistoriques, où souvent il n'y a pas de visage. Ce qui ressort, ce sont les attributs liés à la fertilité. Par contre, on a quand même une petite statuette très émouvante à droite, à l'époque du Paléolithique, parce que c'est une vision de la féminité venue du fond des âges. Alors, c'est une toute petite statue, elle ne fait même pas 4 cm de hauteur, avec ses yeux en amande, de fines arcades sourcilières, des fossettes, une coiffure élaborée. Donc, c'est un visage qui frappe par l'équilibre de sa composition et la délicatesse de ses traits simplifiés. C'est une des premières représentations sculptées de visage humain. Elle est dépourvue de bouche. Cette figure, à l'expression énigmatique, nous interpelle. Alors, il ne s'agit pas pour autant d'un portrait individualisé, mais plutôt d'une image symbolique de la féminité. Et cette statuette avait probablement des fonctions religieuses liées à un culte de la fécondité. Alors, de l'Antiquité grecque, on connaît les têtes d'idoles à gauche ou têtes des Cyclades, et on dirait d'ailleurs du Grand Cousy, si vous connaissez ce sculpteur du XXe siècle. Et puis plus tard, dans l'Antiquité grecque, on assistera à la naissance de l'art du portrait avec le souci de la ressemblance plus que de la perfection. De l'Antiquité romaine, on garde la mémoire avec de très beaux portraits trouvés dans des sites archéologiques préservés comme à Pompéi, ici avec la Villa des Mystères. Et surtout, on a ces magnifiques portraits du Fayoum. Alors, Fayoum, ça vient de la région du Fayoum en Égypte. Et ces portraits, on en a retrouvé 900 entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, ce sont des portraits très touchants, à la fois très réalistes et, on se doute, très ressemblants, même si on n'a pas les modèles sous les yeux. Et à la fois, on sent qu'il y a plus que le visage comme objet, au sens de Lévinas. On sent que ces portraits très expressifs exprime quelque chose qui est d'autant plus grave que ces personnes sont donc décédées, qu'on a mis ce portrait sur leur corps. Mais ce portrait a été peint de leur vivant, ils étaient accrochés dans les maisons au mur. C'était les ancêtres de nos photos sur nos pêle-mêle au mur, bien que maintenant on n'imprime plus trop les photos et qu'on les laisse plutôt sur les ordinateurs. Donc à leur mort, ces portraits étaient placés sur le défunt pour qu'il conserve son apparence dans l'au-delà, c'était la croyance, et ils étaient glissés dans les cordelettes de la momie. Donc on voit qu'il y a vraiment une culture à la fois égyptienne et gréco-romaine qui s'est mêlée à cette époque-là, donc en Égypte. Et alors ces visages très expressifs sont tournés vers nous, le regard est perçant, la peau légèrement hâlée par le soleil, les cheveux noirs, et ces personnes sont dépeintes de manière très vivante, c'est assez saisissant et on les sent proches de nous, malgré la distance en temps. Et donc, cette production est bien entendu très différente de ce que produisait l'Égypte à l'époque de l'Antiquité égyptienne, où là, les visages étaient de profil et puis complètement dépersonnalisés. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter cette exposition, les Louvres de Picasso, il y avait un portrait du Fayoum qui était exposé, qui est celui tout à fait à droite ici de cette image.
Et alors, c'était vraiment intéressant, cette exposition était passionnante parce qu'on a pu voir à quel point toute la production de Picasso est influencée par quantité d'œuvres de toutes sortes, que ce soit la peinture, les dessins, la sculpture, du Louvre. Donc vraiment, on apprenait énormément de choses sur ces sources d'inspiration. Et c'est vrai qu'il y a quelques portraits, et même de nombreux portraits chez Picasso, avec une frontalité que l'on peut associer à ces fameux portraits du Fayou. Et donc là, voici quelques extraits, quelques portraits de Picasso. Alors, sans transition pour la suite et la fin de mon introduction, donc sur l'évolution du portrait dans l'histoire de l'art, la Joconde, bien sûr, c'est le portrait par excellence, le plus connu au monde, je ne pouvais pas faire l'impasse sur lui. Et alors, le côté étonnamment vivant et vibrant de cette Joconde passe par la technique du sfumato, qui est imaginé par Léonard de Vinci et qui vient du mot fumer en italien. Et les contours flous et vaporeux sont plus aptes, selon lui, à traduire la réalité observée. À savoir, Léonard de Vinci avait remarqué que quand on regarde quelqu'un, les contours du réel ne sont jamais nets, puisque cette personne qu'on regarde et à la fois celui qui regarde sont animés par la respiration de celui qui observe et de celui qui est observé. Et du coup, cette observation fait que le visage est un peu flou. Donc, c'est tout le secret de ce génie de la Renaissance qu'est Léonard de Vinci, un autodidacte qui s'est basé sur l'observation et qui en a fait donc un peintre et aussi un ingénieur de talent. Alors ensuite, il a été copié et imité, mais son art marque véritablement un tournant dans l'histoire de l'art. Alors, quelques mots aussi rapidement sur Van Eyck, où un certain réalisme domine, quitte à avoir des visages un peu ingrats qui n'enjolivent pas forcément le réel. Et le personnage en bas à gauche me fait toujours penser à Poutine. Alors en ce moment, j'ai une pensée particulière pour la Russie et l'Ukraine avec ce visage. Alors pour les portraits, bien entendu, on pense aussi à ce grand peintre qui est Rembrandt. Il y a eu 2 expositions assez récentes et très éclairantes sur la manière dont Rembrandt tire le portrait. Alors, sa recherche d'une forme authentique du Christ constituait pour lui une préoccupation autant artistique que spirituelle. Et l'exposition de 2011 au Louvre, donc Rembrandt et la figure du Christ, que j'ai eu la chance de voir, interrogeait la possibilité de représenter le Christ d'après nature en prenant un modèle vivant. Et cette exposition révélait donc la façon dont Rembrandt avait choisi de se démarquer pour peindre par rapport à ses contemporains, pour peindre Jésus d'une façon originale, et cela dès sa jeunesse. Chez Rembrandt, le Christ, c'est vraiment l'intime, le proche. Et ces portraits du Christ prenaient probablement pour modèle un jeune homme juif de son époque. Et son Christ, aussi entre lassitude et méditation, sérénité et épuisement, c'est un Christ fondamentalement humain qui apparaît, portant sur son visage les signes du fardeau qu'il a à porter. Et Rembrandt savait refléter plus que tout autre la complexité des sentiments humains, à commencer par les siens, puisque Rembrandt est aussi le plus marquant des autoportraitistes. Il a consacré près d'une centaine d'œuvres, gravures ou toiles à l'image de soi, à différents âges. Donc l'autoportrait apparaît chez lui comme une forme de journal intime. Le premier autoportrait connu date de 1627, c'est celui que vous voyez ici, en jeune homme ébouriffé, et son dernier de 1666, quelques semaines avant sa mort. Et au fil du temps, on le voit vieillir, depuis le jeune homme à l'air timide, et qui d'ailleurs se cache dans un obscur et qui se peint à contre-jour, alors qu'il vient d'avoir 20 ans, jusqu'au vieil homme fatigué, au nez bourgeonnant de 1669. Et il porte dans son visage le poids de la vie, de l'échec, de la pauvreté. Et Rembrandt reste vraiment l'exemple de condensation de la psychologie dans un visage, le sien. Alors, parmi les portraits célèbres de l'histoire de l'art, j'aurais pu aussi, bien sûr, choisir ces 2-là, La jeune fille à la perle ou Le désespéré de Gustave Courbet. Mais bon, quand j'ai demandé l'avis de cette statue de Messerschmitt, il n'était pas très d'accord, un peu dubitatif. Donc, je vais plutôt terminer par 2 sculpteurs, dont Messerschmitt. Alors, il me semble que vous avez déjà vu ce sujet, donc les sculptures de Messerschmitt, dans une autre conférence.
En tout cas, pour ceux qui n'ont pas assisté, il a créé une série de 69 têtes de caractère en métal et albâtre. Et on ne trouve nulle part ailleurs en Europe de portraits semblables, avec une telle émotivité exacerbée, un sourire grimaçant qui rompt avec le néoclassicisme ambiant, puisque ce sculpteur est du XVIIIe siècle. Alors on dit que pour faire ces têtes, il se pinçait les cuisses très fort et se regardait grimaçant dans le miroir. Et comme il était aussi atteint de troubles psychiques, on se dit que ça transparaît dans ses sculptures. Et ce sont bien, en tout cas, des autoportraits. Donc, il y a un grand contraste entre ces sculptures, ce sculpteur, et le suivant que je vais vous montrer. Medardo Rosso, qui est un sculpteur italien de la fin du 19e siècle et du début 20e siècle, et je vais terminer par lui, donc dans cette introduction. Il réalise surtout des sculptures en cire qu'il photographie pour étudier tous les effets de lumière. Et ces sculptures ont un aspect volontairement ébauché comme pour suggérer l'atmosphère qui les entoure. Et il laisse à la surface l'impact gestuel de ses coups de spatule et à la place des yeux, il fait de simples trous. Alors, ses contemporains Degas et Rodin lui ont témoigné une grande estime, même s'il est beaucoup moins connu. Alors, j'en viens désormais à la première partie donc, de notre sujet sur ces visages, expressions, portraits et autoportraits dans l'art moderne, en me posant la question d'un effacement et d'une défiguration du visage à cette époque-là. Alors, dans cette partie, on va avoir des œuvres qui nous sembleront assez abstraites ou non figuratives, alors qu'a priori, un tel sujet aurait besoin de la figuration à tout prix. Alors, ce sera là le paradoxe. Alors, l'artiste qui va nous intéresser particulièrement dans cette partie, c'est Jawlensky, le peintre du visage, on pourrait dire, tant ce sujet l'a occupé toute sa vie de façon quasi obsessionnelle et l'a accompagné dans l'évolution de son style. Mais avant, comme prémisse à sa peinture, je voudrais m'arrêter un instant sur 3 peintres qui sont plus connus que Jawlensky, beaucoup plus même, et avec qui il y a un parallèle qui est possible dans la quête et dans certains aspects stylistiques. Il s'agit de Modigliani, de Van Gogh et de Matisse. Alors Modigliani est surtout connu pour ses nus, qui atteignent des records de vente d'ailleurs sur le marché de l'art, comparables aux tableaux de Matisse ou de Picasso. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Modigliani avait une vocation de sculpteur. Et c'est d'ailleurs cette activité qu'il a exercée entre 1909 et 1913. Il admirait Brancusi, avec qui il a travaillé, parce que c'était 2 immigrés à Paris, donc ils se sont bien trouvés humainement. Il y a eu une magnifique expo en 2016 au musée du Lam, donc à côté de Lille, donc je vous ai mis l'affiche en haut à gauche ici, où étaient exposées justement des sculptures de Modigliani. Donc c'était une révélation pour ceux qui ne savaient pas, et c'était mon cas, qu'il avait été sculpteur avant d'être peintre. Et il a dû abandonner la sculpture pour des raisons de santé, à cause de la poussière et de l'épuisement aussi, et il est devenu peintre. Alors à l'époque de la sculpture, déjà, Modigliani s'est mis en quête d'un idéal de beauté abstraite et intemporelle, à la recherche d'une forme parfaite, universelle, qui serait comme la fusion de toutes les humanités. Alors il fait un travail préparatoire énorme et réalise plus de 600 dessins. Il cherche à réduire le visage à ses formes les plus simples, l'ovale du visage, l'arête du nez, les yeux en amande, la bouche, qui est un tout petit trait. Ce visage est très dépouillé, minimaliste, avec une perfection très simple, à la fois moderne et intemporelle. Et donc, ces visages allongés deviennent rapidement la signature de l'artiste et on les retrouvera dans sa peinture. Alors, pour sculpter ces visages, il ne veut surtout pas faire table rase du passé, puisqu'au contraire, il s'inspire de plein de sources et de cultures anciennes pour créer des formes nouvelles. Comme tous les artistes, ils seront souvent au Louvre, ils s'imprègnent de ce qu'ils voient en dessinant beaucoup, et l'art antique le fascine. Alors, notamment, il s'inspire des cariatides. Alors, la période 1914-1915 marque pour Modigliani le retour à la peinture. Il a réalisé beaucoup de portraits d'amis, de poètes, peintres et sculpteurs, le tout Paris donc, de l'époque, et puis aussi des portraits de femmes, dont sa compagne Jeanne Hébuterne. Et ce qui frappe surtout, c'est la tension dans ces portraits entre le style et la ressemblance. C'est-à-dire qu'à la fois, on reconnaît le modèle, et à la fois, ces portraits portent la marque du style unique de Modigliani. Et surtout, quand on regarde ce portrait à droite,
Donc, on remarque que le regard est différent à droite et à gauche. On a deux yeux différents. Et les autres portraits, on voit qu'il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'yeux. Alors, pourquoi cette absence de regard? Quel est le sens? Et justement, Léopold Sauvage a posé la question, pourquoi j'ai deux yeux différents? Est-ce que c'est une erreur? Et la réponse de Modigliani est contenue dans le titre de l'exposition aux lames, l'œil intérieur. Et voilà ce qu'il a répondu. Il a dit, c'est parce que tu as un œil ouvert à l'intérieur de toi-même et l'autre ouvert sur le monde. Un autre peintre qui a influencé beaucoup Jawlensky, et directement, puisqu'il disait à quel point il admirait ce peintre, et Jawlensky a créé son propre langage en empruntant à Van Gogh, au fauvisme et à l'expressionnisme. Alors, cet autoportrait de Van Gogh à droite, qui est au musée d'Orsay, Van Gogh croyait à l'importance des couleurs pour traduire un état d'âme. Donc là, il a choisi des couleurs froides pour donner plus d'intensité à son portrait. Il s'est peint avec une touche vigoureuse et nerveuse. Et tout dans ce tableau est le reflet de son tumulte intérieur et de l'intensité de ses sentiments passionnels, qui passent donc par les couleurs et par les coups de pinceau bien visibles. Son regard révèle une force intérieure peu commune qui allait au-delà des choses humaines et qui l'a malheureusement conduit à la folie. Alors voilà ce que disait Van Gogh, la citation, je l'ai mise en bas à gauche. Je voudrais faire des portraits qui, un siècle plus tard, aux gens d'alors, apparaissent comme des apparitions. Donc je ne cherche pas à faire cela par la ressemblance photographique, mais par nos expressions passionnées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt réussi. Alors, comme Rembrandt et Goya, Van Gogh s'est fréquemment pris lui-même pour modèle. On compte plus de 43 autoportraits peints ou dessinés en une dizaine d'années de travail, comme si tout au long de sa vie, il avait peint des autoportraits dans une quête désespérée de sa propre identité. Et alors, voilà ce qu'il écrit à sa sœur. Je recherche une ressemblance plus profonde que celle qu'obtient le photographe. Et plus tard, à son frère Théo, on dit, et je le crois volontiers, qu'il est difficile de se connaître soi-même, mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même. Les portraits peints par Rembrandt, c'est plus que la nature, ça tient de la révélation. L'itinéraire de Jawlensky retrouve continuellement celui des grands chefs de file de la peinture moderne entre les années 1890 et 1920. En 1905, il arrive en France et se lie d'amitié avec Matisse. Alors, la femme au chapeau de 1905 fit scandale. Ces couleurs vives directement sorties du tube, pour l'époque, c'était vraiment n'importe quoi. En plus, le chapeau ici a l'air beaucoup plus important que le visage. C'est un feu d'artifice de deux couleurs. Et alors ici, le portrait de Madame Matisse à la réverte, c'est pas mieux. Il a aussi fait scandale à l'époque parce que les couleurs ne correspondaient pas du tout au réel. Et pourtant, donc il a été acheté par Gertrude Stein, donc une collectionneuse américaine avec ses frères, à l'exposition de 1905. Et alors, pour la petite histoire, heureusement que les Américains et les Russes, à l'époque, ont acheté ces peintures, parce que si on avait compté sur le goût français de l'époque, je pense que tous ces peintres-là seraient morts de faim, ils auraient dû changer de métier. Et donc là, dans ce tableau, il y a une ombre verte. Et donc, ça semblait inconcevable. Et pourtant, Matisse, l'homme du Nord, avait observé que dans le sud de la France, avec la luminosité du soleil, les ombres ne sont pas noires ou grises, mais vertes. Donc, il ne faisait dans ce portrait que traduire la réalité. Et donc, voilà quelques portraits de Matisse. Et ces deux-là, très différents. Un plus abstrait et là figuratif, entre ressemblance avec le modèle et style du fauvisme, style propre à Matisse. Donc j'en viens à présent à Jawlensky. Alors ça tombait vraiment bien parce que quand l'an dernier, donc on a défini le thème de cette conférence sur le visage dans l'art, spontanément j'avais pensé à l'artiste Jawlensky parce que je l'avais découvert il y a plus de 10 ans en faisant mon mémoire de recherche sur le peintre Alfred Manessier. Et justement, j'apprends que fin 2021, au musée La Piscine à Roubaix, donc près de chez moi, même pas à Paris, vraiment à côté de chez moi, il y a une exposition sur ce peintre. Alors vraiment, gros coup de bol. Surtout que c'est un peintre qui est assez peu connu en France, peu exposé. Et j'ai donc pu voir beaucoup de ses tableaux en vrai, en particulier ses portraits, ses têtes abstraites, ses têtes mystiques et ses têtes géométriques.
Et en prime, j'ai même pu suivre un cycle de conférences du commissaire de l'exposition, Itzhak Goldberg, le spécialiste donc, de Javlensky. Et donc, j'en profite pour saluer au passage Marie et Isabelle, deux sœurs qui participent à cette conférence, que j'ai invitées parce que je les ai rencontrées là-bas à ce cycle de conférences. Et donc, ce cycle de conférences s'est terminé en janvier. Donc, vous voyez, c'était vraiment le bon moment. Alors, c'est un peintre russe orthodoxe, né en 1864, compagnon de route de Kandinsky, quand même, durant la première décennie du XXe siècle à Munich. Il partait en vacances à quatre avec leur compagne, qui était également peintre. Mais l'un a percé, Kandinsky, et l'autre est resté davantage dans l'ombre. Il est plus connu en Suisse et aux États-Unis, sans doute parce que Javlensky n'a jamais totalement abandonné la figuration, et aussi parce qu'il n'était ni théoricien ni enseignant. Alors en France, il n'y a que 4 tableaux de lui dans les collections publiques. Il y en a 3 au Centre Pompidou et 1 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qu'on va voir un petit peu plus loin, la Méduse. Et il a expérimenté les frontières entre expressionnisme et fauvisme, figuration et abstraction. Et vous allez voir aussi au passage que c'est un très grand coloriste. Alors c'est intéressant de visionner, alors déjà ici son portrait, parce qu'on va pouvoir mesurer l'écart entre sa véritable image et puis les autoportraits. Donc là, 2 autoportraits de lui qui déjà montrent deux styles très différents. Donc il y en a un qui est plus empreint d'impressionnisme et puis d'autres plus aux accents fauves, comme on voit ici. Et ça permet bien de comprendre l'évolution de sa pratique picturale avec des portraits à la base peut-être relativement classiques, mais ensuite pour aller vers des faces extrêmement stylisées comme des visages abstraits. Alors, donc, c'était cette exposition, donc on voyait bien le passage entre les premiers autoportraits ou portraits, qui étaient assez classiques. Alors là, on voit donc Hélène, qui était sa femme, donc des portraits assez classiques et ressemblants. Et puis, au fur et à mesure, donc une représentation du visage de plus en plus stylisée, dépouillée, où on trouve déjà des allures d'icônes. Donc là, je vous montre des exemples de ces figures féminines, où on reconnaît bien le style à la fois expressionniste et le fauvisme, puisqu'il a vécu à la fois, il a séjourné à Paris, il a vécu en Allemagne essentiellement, à Munich. Il s'est aussi exilé en Suisse, donc il a beaucoup bougé en Europe et il a vraiment intégré toutes les avant-gardes du début du XXe siècle pour trouver son propre style. Alors quand on voit ces tableaux-là, celui du centre et en haut à gauche, alors il y a oui, en fait la princesse Turandot, c'est le tableau en bas ici, celui-là, et Byzantine, c'est ce tableau ici avec les lèvres pâles. Et là, ici, on a vraiment l'impression d'avoir des icônes avec une frontalité assez marquée. Alors, son travail de décomposition et de glissement vers l'abstrait a commencé avec les paysages, mais le visage est vraiment le thème qu'il a occupé essentiellement. Alors, Javlensky a beaucoup procédé par série, qu'il s'agisse de paysages ou de visages. Et alors, pour les visages, il y a 3 grandes séries, après les portraits et les autoportraits que je viens de vous présenter. Il y a une première série qu'on appelle les têtes mystiques et faces du Sauveur, donc vers 1917-1921 à peu près. Et c'est la première fois qu'il touche à l'intégrité du visage pour toucher à une forme de spiritualité, de visage universel. Donc les titres sont moins personnalisés d'ailleurs. Alors même simplifiés à l'extrême, les tableaux de Javlensky demeurent figuratifs. On voit l'arête du nez, l'ovale des yeux et de la face, la courbure des cils, des arabesques de la chevelure aussi sur les côtés. On a à chaque fois un même modèle, mais vous allez voir avec des nuances et une variété de couleurs. Alors celui-ci, c'est celui qui appartient au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et ces têtes géométriques et abstraites où on voit à quel point dans cette nouvelle série, le visage est de plus en plus simplifié et stylisé pour ressembler à une forme d'icône. Alors ici, ce tableau s'appelle Urforme ou forme originelle. C'est le même tableau ici, mais là, je voulais vous montrer le tableau encadré. Donc, c'est une photo que j'ai prise à l'exposition au musée de la Piscine à Roubaix, parce que ça donne une idée d'un tableau qui est finalement assez petit. Ces visages-là sont assez petits. Ça fait à peu près le format d'un A4, quelquefois un peu plus.
Et ici, on le retrouve. Et donc, comme l'explique Itzhak Goldberg, ce sont des idoles aux yeux et bouches fermés, enlevant toute possibilité de dialogue. Alors, parmi les influences, selon lui, en plus de celles qu'on a déjà vues, il y a cette tête d'homme de Picasso en bas à gauche, inspirée par l'art primitif, même si Picasso s'en défend. Et puis, l'influence aussi du sculpteur et peintre Antoine Pevsner, un sculpteur et peintre russe, dans l'idée du vide, du manque, qui aboutit à la géométrisation des formes jusqu'à l'abstraction, ou presque. Et cette citation de Pevsner dit bien la quête aussi de Javlensky. Nous cherchions le moyen d'utiliser le vide et de nous libérer de la masse compacte. Alors, comme l'a très bien résumé l'historien de l'art Éric de Chassé dans un article du magazine Beaux-Arts, sur lequel je suis retombée aussi par hasard dans une braderie en préparant cette conférence. Donc, il y avait un numéro de Beaux-Arts consacré à une exposition Javlensky à Genève, puisqu'il a vécu aussi en Suisse, en 1995, Javlensky, les visages de l'invisible. Donc, il y avait vraiment peu de chance pour que je tombe dessus, et je suis tombée dessus. Et donc, il y avait cette citation, Javlensky est un peintre paradoxal. À travers le thème du visage, toute sa vie, il chercha à associer le langage pictural moderne et l'expression d'un sentiment religieux, tout en se dirigeant vers l'abstraction. Et c'est vrai que Javlensky a vraiment cherché à joindre l'incompatible, et il y est arrivé. Alors, quand on voit ces visages, je vous en montre d'autres exemples, donc en dessin, en peinture, vous voyez toujours la même forme, mais avec des variantes et surtout des jeux de couleurs différents. Donc, on voit que c'est un très, très grand coloriste. On voit qu'il n'y a aucun recul, aucun volume, une frontalité de ces portraits. Donc, on pense de suite à des icônes. Alors, comment reprocher à un Russe de peindre des icônes, hein, c'est dans son ADN. Et les préceptes immuables de la peinture d'icônes, c'est bien la frontalité, le côté hiératique, un cadrage serré, une dépersonnalisation de la figure qui est traitée en archétype universel. Donc, on retrouve bien tout ça dans ces têtes abstraites de Javlensky. Et au niveau des couleurs, alors c'est vrai que Javlensky donc, est devenu complètement accro à la couleur pour construire ses compositions et leur donner leur force émotive. Suivant les couleurs, le visage ne dégage pas la même impression. Et il semble que l'apparition des couleurs aussi vives et la domination de la composition par elles soit due à Robert Delaunay. Ses peintures et ses théories donc, concernant l'utilisation de la couleur comme seul agent pour l'expression et la structure d'une peinture ont créé un impact considérable sur les artistes d'avant-garde à Munich, donc notamment sur les œuvres de Franz Marc et de Paul Klee. Alors la dernière série de peintures consacrée au visage, qu'on appelle donc la série des méditations, donc entre 1934 et puis 1938 à peu près. Donc ce sont des effigies empreintes de gravité. Elles sont de plus en plus stylisées, elles se réduisent progressivement à l'intersection en forme de croix, on voit très bien ici, entre la ligne des sourcils et du nez. Et la ligne du nez ici, à peine soulignée, brossée verticalement avec vigueur, on sent la vigueur de la touche. Alors c'était lié aussi. Donc, c'est des tout petits formats. Ça veut dire là, on voit par exemple ce tableau-là, 12 x 17 cm, hein, qui était très bien mis en valeur d'ailleurs à l'exposition, puisqu'ils étaient éclairés, un peu comme si c'était des vitraux. Et donc, des petits formats qui alternent des couleurs chaudes et froides avec des teintes crépusculaires et qui se superposent et créent un visage abstrait, souvent vu comme une entrée de l'âme et la croix symbole en Occident de la religiosité. Alors cette simplification dans les visages, donc dans sa dernière série, est aussi liée à sa santé qui décline à partir de 1929. Il est atteint d'une arthrite déformante, donc il ne peut plus bouger les doigts, donc il est contraint d'attacher son pinceau à ses mains parce qu'il ne peut plus le tenir, et il peindra plus d'1 millier de ces petites méditations en 4 ans. Donc, c'est des icônes du XXe siècle. Et d'ailleurs, les nazis ont considéré ces tableaux, l'art de Javlensky, comme de l'art dégénéré. Alors, pour terminer sur Javlensky et son programme, une citation, mais avant, je voudrais vous montrer ce mur de portraits, parce qu'au musée de la Piscine à Roubaix, comme dans beaucoup de musées, maintenant, il y a des ateliers avec des enfants où on propose aux enfants, une fois qu'ils ont vu
l'exposition de réaliser une œuvre, un dessin, une peinture, il y a tout le matériel sur place à partir de l'exposition. Et là, j'avoue que quand j'ai vu ce mur, j'ai trouvé ça magnifique. Puis il y en a qui sont vraiment très ressemblants. Enfin, c'était très touchant de voir ça. Alors voici une citation qui, pour moi, résume parfaitement la démarche et la peinture et l'esprit de la peinture de Jawlensky. Après avoir peint ces variations pendant quelques années, j'éprouvais le besoin de trouver une forme pour le visage, car j'avais compris que la grande peinture n'était possible qu'en ayant un sentiment religieux. Je pouvais le rendre par le visage humain. Alors, un autre exemple de visage dans l'art, très différent, les autoportraits de Frida Kahlo. Alors, plus que des autoportraits, c'est toute une vie de souffrance physique et morale qu'elle dépeint dans ses autoportraits, mais aussi son militantisme politique et son féminisme, et aussi son amour ou son désamour pour Diego Rivera, donc son mari. Et il faut savoir qu'il y a un tiers des œuvres de Frida Kahlo qui sont des autoportraits. En tout, elle en a peint 55. Alors, peindre, c'est vraiment ce qui l'a sauvée suite à un grave accident de bus à 18 ans, parce normalement, elle voulait devenir médecin, c'était une brillante étudiante. Donc, suite à cet accident, elle est restée alitée pendant des mois dans de terribles souffrances. Et donc, elle a commencé à peindre. Ses parents avaient fixé un miroir au-dessus de son lit et elle dira qu'elle se peint elle-même car c'est le sujet qu'elle connaît le mieux. Alors, parmi tous les autoportraits, j'en ai choisi un, qui est celui-là, parce qu'elle y exprime, qui est un de ses premiers, car elle y exprime à la fois ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle veut être. C'est l'autoportrait à la robe de velours de 1926. Alors, ce portrait était destiné à son fiancé, qui l'a quitté après son accident. Alors, c'est justement un moment où elle avait besoin de lui, donc elle voulait le reconquérir, et ce cadeau qui devait être une déclaration d'amour est devenu en fait un cadeau de rupture parce qu'il n'est jamais revenu. Alors, elle s'y montre très féminine, d'une féminité assez audacieuse, puisque un décolleté aussi ouvert à l'époque, ça pouvait avoir un côté un petit peu choquant, mais en tout cas, elle se peint d'une manière donc très sensuelle, très féminine. Elle se peint belle, inaccessible, digne, fière, avec un décolleté donc en forme de cœur, et le fond qui est assez tourmenté, traduit son état intérieur tourmenté, donc à la fois par les douleurs liées à cet accident et puis aussi le cœur déchiré par cet amour, cette séparation. Et donc c'est grâce à ce portrait que Diego s'intéressera à elle, parce qu'elle est allée demander l'avis de ce grand peintre qui était déjà très connu à l'époque, et il a trouvé que cette jeune femme peignait très bien, surtout en autodidacte, mais en plus, il l'a trouvée belle et ils sont tombés amoureux. Et c'est comme ça qu'a démarré ce duo étonnant de peinture. Alors, un autre exemple de peintre, alors beaucoup plus inattendu, celui-là, parce que quand on voit les tableaux, enfin l'un des tableaux pour lesquels il est essentiellement connu, donc là, j'ai mis un vrai portrait de Frida Kahlo. Oui, j'ai oublié de préciser que Frida Kahlo a aussi fait l'objet de beaucoup de portraits de photographes, c'est-à-dire tous les grands photographes qui l'ont connue l'ont prise en photo. Et donc, elle a vraiment marqué son style par ses autoportraits, mais aussi par les portraits qu'on a fait d'elle en photographie. Voilà, donc je voulais parler de Mondrian aussi, quand on voit l'un de ses tableaux les plus connus, donc en bas à gauche. Ici, on a du mal à imaginer Mondrian figuratif, et pourtant, ce thème-là, c'était l'objet d'une exposition alors vraiment exceptionnelle, je ne sais plus, c'était en 2018 ou 2019, donc au musée Marmottan-Monet à Paris, donc exposition que j'ai vue également. Là, c'était étonnant parce que autant on connaissait une période un peu figurative où Mondrian a beaucoup travaillé la figure de l'arbre jusqu'à le dépouiller totalement, jusqu'à renoncer à la courbe et à arriver à cette fameuse grille où il n'y a plus de couleurs, à part les couleurs primaires, le noir et le blanc. Mais par contre, des portraits, ou même des moulins, enfin des bâtiments, des paysages, on connaissait beaucoup moins. Et là, donc, il a réalisé quelques portraits que je voulais vous montrer ici. Alors, je peux aussi vous montrer rapidement quelques portraits parce que chaque fois, ça montre la diversité de l'intention dans les portraits. Par exemple, celui-là, là où il est particulièrement intéressant, c'est que c'est vraiment un portrait qui est comme un acte de résistance, parce que ce peintre, donc un peintre allemand mais de confession juive,
insiste sur la perte d'identité dans ce tableau. Donc là, il montre sa carte en tant que juif qui voulait cacher qu'il était juif, donc il perd son identité parce qu'il ne veut pas courir de risques. Et donc, il disait, si je meurs, ne laissez pas mes peintures sombrer avec moi, montrez-les aux hommes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il est mort dans le camp de Auschwitz avec sa femme en 1944, à presque 40 ans, après avoir mis ses toiles en sécurité. Et dans un genre complètement différent, qui montre bien donc la diversité des portraits entre le style et la ressemblance, avec ce peintre italien qui appartenait au mouvement du futurisme, donc Severini, où en bas à gauche, on a un portrait somme toute assez classique, et puis quand il affirme ses idées et son style dans ce portrait à droite, donc un autoportrait, là par contre, il montre le mouvement, ce visage est fragmenté, donc comme pour montrer le mouvement. Et ce portrait donc prend beaucoup de recul par rapport à la ressemblance pour affirmer l'avènement d'une nouvelle peinture qui intègre le mouvement, la vitesse, donc la modernité dans la manière de peindre. Alors, un dernier exemple avant de passer à la deuxième partie consacrée aux saintes faces, avec Andy Warhol. Bien sûr, là aussi, alors un exemple là complètement différent, où le visage devient aplati, artificiel, vidé du sensible, il est réduit à un objet de consommation, et l'identité disparaît derrière la pluralité de visages reproduits à l'infini. Et là, c'est l'idée que le modèle ne s'appartient plus, qu'il appartient au consommateur. Et c'est ce que Andy Warhol dénonce. Et avec les réseaux sociaux, c'est vrai que ça ne s'est pas amélioré, donc cette dénonciation est toujours d'actualité. Et dans ses autoportraits, Andy Warhol incarne une idée, la vanité, le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, et il affirme aussi son style, donc le pop art, et pour lui, la mort faisait partie intégrante de la vie. Alors, je vais donc passer à la deuxième partie, donc consacrée aux saintes faces, un style de visage complètement particulier. Alors, je suis obligée de commencer un peu par quelques aspects historiques, là aussi, sur les saintes faces, le commencement de ce thème dans l'art. Alors, j'avais fait 2 pages de texte. Je vous rassure, je vais vous faire un résumé. Mais c'est pour montrer que, voilà, différents aspects liés donc à ces 2 légendes sur la sainte face, l'image donc du Christ vivant ou l'image du Christ mort. Et souvent, on confond les deux. Donc, parmi ces 2 légendes, donc sur la Sainte Face, il y a ce qu'on appelle le mandillon, donc qu'on assimile au voile de Véronique, qui est reconnu comme étant la première icône de Jésus, donc pour les orthodoxes, et le Saint-Suaire, ou linceul de Suaire, qui a été redécouvert au XIXe siècle et dont on a tiré une image imprimée assez troublante, ici en bas à gauche, représentant Jésus, parce que là, on a l'impression qu'il est tellement réel que oui, ça en est troublant. Alors, c'est une relique très importante. Donc, le seul souci, c'est que la datation donc du Saint-Suaire daterait donc du XIVe siècle après Jésus-Christ, donc ce qui est un petit peu gênant pour un tissu qui serait censé avoir recouvert le corps du Christ mort avant sa résurrection. Et puis, en plus, ce qui est aussi gênant, c'est qu'il y a plusieurs paroisses qui prétendent détenir cet objet unique. Donc là aussi, il y a peut-être un petit problème. Et du coup, le Vatican ne reconnaît pas officiellement ces reliques, pas plus que les pères de l'Église latine à l'époque, comme par exemple Augustin, d'où une très grande diversité des allures de Jésus dans l'art occidental qui se base à la fois sur ces images-là, mais qui peuvent aussi prendre beaucoup de recul. Surtout qu'il n'y a pas de description précise du tout dans le Nouveau Testament sur l'apparence physique du Christ. Donc, tous les fantasmes et toutes les imaginations sont possibles. Alors, le fait que ces images ne soient pas officiellement reconnues par l'Église n'empêche pas une dévotion populaire très fervente, comme on va le voir, et qui passe notamment par là. Alors, ce qui est sûr, c'est que du côté occidental, donc dans l'art occidental, il y a une grande liberté qui est accordée aux artistes pour représenter le visage du Christ dans différents styles, contrairement à l'Orient, où tous les Christs se ressemblent. Si on regarde les icônes, par exemple, parce qu'il y a une telle valeur historique accordée aux images akeiropoietes, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire c'est comme ça que ça s'appelle, ces images-là, des images qui ne sont pas faites de main d'homme, des images qui seraient vraiment historiques,
Et donc, ces images, donc en Orient, sont respectées. Il y a un contrôle de l'Église d'Orient sur les artistes. Encore aujourd'hui, il y a un pouvoir de régulation. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec le visage du Christ. Alors, ces images donc, sont normalement réputées pour transmettre les traits physiques de Jésus. Et ces objets et images donc, font l'objet d'un culte, en passant donc, notamment par les images pieuses de tout genre et de plus ou moins bon goût. Et ça a donné donc naissance à beaucoup d'œuvres d'art. Alors là, quand on fait des recherches, il y en a effectivement beaucoup à la période médiévale et plus tard. Alors j'ai choisi notamment parmi ces œuvres à droite ce portrait de Petrus Christus, alors qui est un peu le pendant, parce que là c'est le portrait d'un jeune homme, et on a vu tout à l'heure du même peintre le portrait de la jeune fille, vous vous souvenez, avec un léger strabisme. Et alors là, ce qui est étonnant dans ce portrait, c'est que il atteste de la diffusion du culte de la Sainte Face en dehors de l'Italie, puisque ce culte était surtout à Saint-Pierre de Rome, connu à Saint-Pierre de Rome. Et donc là, c'est du côté plus flamand. Et donc un jeune homme qui tient un livre de prière entre les mains. Et sa méditation semble faire prendre corps au visage du Christ, que l'on trouve donc en haut à droite, fixé au mur, comme une apparition, donc qui est peint sur un parchemin. Donc on a une image dans l'image. Et sous la Sainte Face est reproduit le texte de la prière à Saint Véronique, qui est attribué à Jean XXII, qui était pape au XIVe siècle. Et donc, je vous en lis la traduction. « Je vous salue, ô sainte face de notre Rédempteur, où se reflète, comme dans un pur miroir, la splendeur de notre Dieu, imprimée sur un linge blanc comme neige. » Alors, dans les collections du Louvre, il y a aussi ce très beau dessin à la plume sur papier de 1500 environ, que je voulais vous montrer. Il y a aussi, donc plus tard, ces 4 saintes faces de Zurbaran. Alors, je vous les montre. Il y en a un qui a l'air un peu plus effacé, là, que les autres. Donc ici. Et il y a vraiment énormément d'autres exemples de voiles de Véronique. Quand on tape sur Internet ou qu'on va dans des musées ou qu'on regarde des livres, il y a vraiment beaucoup d'exemples dans l'art du Moyen-Âge, donc même jusqu'au XXe siècle, même si forcément il y en a moins. Ce sujet demeure dans l'art. Donc là, j'ai pris des exemples aussi chez Le Greco. Et puis là, vous aurez reconnu au passage Matisse pour faire le lien avec le thème des saintes faces dans l'art moderne. Alors, j'ai retenu surtout dans l'art moderne 2 peintres, 2 exemples. Donc, on va commencer par Manessier, qui est un artiste que j'ai déjà eu l'occasion de traiter dans une conférence ici à Molsheim. Donc, c'était en 2013, je pense, c'était même ma première conférence avec art et cloître. Et donc, à l'origine des sujets religieux chez Manessier, il y a l'événement de sa conversion radicale en 1943 à la Grande Trappe de Soligny, au cours d'un séjour de 3 jours qui était complètement improvisé avec son ami Camille Bourniquel. Donc, ce séjour l'a complètement retourné. Il a vécu une conversion soudaine. Et en consultant le registre des toiles sorties de son atelier, on remarque qu'il y a plusieurs toiles sur la Sainte Face au lendemain de sa conversion, donc notamment en 1943 et puis ensuite dans les années qui ont suivi. En tout, ce thème, il aura repris une 15e de fois, donc entre 1943 et 1946. Alors, on a par exemple donc, le petit voile et le voile de Véronique, donc une huile sur carton qui pourrait être la première œuvre d'inspiration religieuse de Manessier, son retour de la trappe. Et puis, à la fin de 1943, on a aussi une gravure sur cuivre sur le même thème, dont plusieurs épreuves figurent dans les archives de Manessier. Et celle qu'on voit en photo ici, elle faisait partie de la collection de Camille Bourniquel, le compagnon de conversion, et qu'il a offerte en 2002 au musée Unterlinden de Colmar, où on ira le 7 mai. Alors, de même pour ce voile de Véronique, alors je vous le montre en gros plan, mais j'aime bien aussi vous montrer en contexte parce que c'est un tableau qui n'est pas très, très grand et qui est très bien mis en valeur ici, donc on verra en vrai. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. Et donc, c'est une huile sur bois qui a appartenu également à la collection de Camille Bourniquel et qui fait partie depuis donc, une dizaine d'années des collections de Colmar.
Alors, quand on regarde donc ces saintes faces, ici, ce qu'on remarque, c'est que, en soi, déjà, le visage du Christ est déjà défiguré par la Passion. C'est-à-dire, si on prend en compte le thème du voile de Véronique, le visage du Christ est déformé par la Passion et presque effacé par son empreinte sur un tissu. Donc déjà, on comprend pourquoi ce visage peut ressembler à une forme d'abstraction. Et donc, on peut se demander si le choix de ce sujet ne serait pas prophétique de l'évolution de la peinture de Manessier vers l'abstraction, puisque au lendemain de sa conversion, on remarque qu'effectivement, il va basculer vers l'abstraction, ou plutôt la non-figuration, c'est-à-dire qu'il y a encore un lien avec le réel, mais qui est tellement ténu que c'est proche de l'abstraction. Et en tout cas, ce thème, donc, il va le reprendre souvent. Et puis, il y a ce tableau aussi qui est central dans son art, parce que c'est un des premiers tableaux donc, de grand format qu'il fait en sortant de sa conversion, donc de la trappe de Soligny. Et c'est avec ce tableau-là qu'il se rend compte qu'il a du mal à défigurer les visages humains, particulièrement celui du Christ, pour pouvoir répondre à cette peinture non figurative ou abstraite. Et du coup, il va complètement abandonner le visage humain et le visage du Christ va prendre une apparence dans son art, une apparence d'empreinte. Et d'ailleurs, ça donnera son titre à certaines œuvres, dont cette œuvre qui est très importante et qui a obtenu le Grand Prix à la Biennale de Venise en 62. C'est la dernière fois qu'un Français a eu ce prix. D'ailleurs, après, il a été raflé par les Américains. Et donc ici, au centre, on voit une grande sainte face. Et c'est basé sur un texte de Teilhard de Chardin qui disait qu'on trouvait le visage du Christ partout dans la nature, qui s'était effacé, mais qu'on en trouvait encore l'empreinte. Alors, pour revenir donc à la remarque, à l'impression de Manessier, il disait, en sortant de la trappe à propos de ce tableau, j'ai voulu exprimer ce que j'avais éprouvé grâce à 3 figures sacrées autour d'une table. C'était faux, presque intolérable. J'ai donc pensé qu'en rejetant la figuration, j'exprimerais plus aisément ce que je ressentais. Et plus tard, il dit en 1955, toujours en rapport avec ce tableau, j'avais toujours souffert de la déformation que j'imposais à la figure humaine. C'était la vérité de Rouault, de Picasso ou de tels autres. Ce n'était pas ma vérité à moi. C'était la caricature de ce que j'aurais voulu représenter. L'expressionnisme, la communication d'un sentiment intérieur, d'une souffrance par un personnage grimaçant, je l'ai pratiqué, mais cela m'est devenu insupportable et très extérieur, j'y ai renoncé. Alors, ce qui lui posait problème, c'était surtout la déformation du visage du Christ, et c'est ça aussi qui va accélérer son évolution picturale vers la non-figuration ou l'abstraction. Donc, devant le visage du Christ, j'ai eu un problème de figuration. J'ai compris qu'il fallait que je trouve un autre langage pour exprimer en réalité certaines choses qui me tenaient à cœur. Enfin, je veux dire les choses religieuses. Et les choses religieuses, elles sont partout. Quand je dis religieuse, c'est aussi bien un paysage qu'un thème religieux. Donc, c'est ainsi que la déception de ce peintre a tracé un nouveau chemin vers plus de dépouillement en peinture, vers la simplification, la purification des formes au profit donc de la couleur. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire aussi un parallèle avec les têtes de Jawlensky, qui est assez évident, même si visuellement leurs œuvres ne se ressemblent pas. Et donc, l'empreinte ici, dans la grande sainte face centrale, où le visage donc, apparaît en filigrane dans un bleuté, l'empreinte, c'est celle du Christ qui disparaît à nos yeux, hein, comme dans les pèlerins d'Emmaüs, mais qui reste présent dans le monde, une présence vivante, mais sous forme d'empreinte, donc pratiquement invisible. Donc l'effacement du visage ici, c'est celui de Jésus qui passe par l'empreinte. Et voilà ce que disait donc Manessier, une fois encore dans un entretien. L'empreinte tire son nom de la méditation de Teilhard de Chardin qui voyait l'empreinte du visage du Christ sur la création tout entière. Je laisse apparaître le visage du crucifié, mais sur un fond de chaos. Donc Manessier a renoncé à figurer le Christ. Par contre, il a retrouvé son empreinte partout, dans la nature, dans les saintes faces, mais aussi dans tous les drames du XXe siècle qu'il a dénoncés en peinture,
Donc, quelque part, toute sa peinture, ce soit les saintes faces ou la nature ou les grands drames du XXe siècle, se retrouve avec cette empreinte du Christ d'une manière ou d'une autre à travers la couleur. Voilà, donc ici, la sainte face, une autre sainte face bleue. Alors, sur Manessier, je termine par ce tableau qui est tout à fait particulier, l'otage, et c'est avec ce tableau-là que je faisais le lien à l'époque avec Javlensky, mais là, j'ai fait l'inverse, je suis partie de Javlensky et je retourne à Manessier. Donc, ce visage, alors c'est celui d'un otage, Jean-Paul Kaufmann, à l'époque. Il se trouve que Manessier était particulièrement touché donc, par ce drame parce que la femme de Manessier était allée à l'école avec la femme de Jean-Paul Kaufmann, donc ils se connaissaient. Et Manessier a dédié cette toile aux otages du Liban dans les années 80. Et il dit que cette toile, l'inspiration lui est venue en voyant une vidéo qui a été passée à la télévision. On voyait les otages qui étaient donc amaigris, avec le visage de Jean-Paul Kaufmann qui était complètement émacié, avec la perte de poids, parce que c'est une vidéo qui avait été envoyée pour prouver que les otages étaient encore vivants. Et donc, ce visage, il dit qu'au moment où il a vu ce visage, il a vu comme la croix du Christ, et donc cette forme de visage en croix. Et c'est vrai que l'art compte de nombreux exemples où le visage est réduit à sa simplicité morphique, comme une croix. Et donc, il y a un rapprochement évident avec la Sainte Face, avec Javlensky, dans cette quête d'un visage universel et iconique. Et donc, cette croix, c'est à la fois le visage de l'otage, amaigri, émacié, marqué par la souffrance, et puis à la fois une sainte face et un parallèle avec la croix qui unit le drame des otages du Liban à la passion du Christ. Donc là, la boucle est bouclée vraiment. Et cette toile donc, a été offerte à Jean-Paul Kaufmann à son retour de captivité. Et alors, à la libération des otages en 1988, Manessier a peint cet hymne à la joie, qui sent bon donc la joie de la libération et aussi le printemps de la résurrection. Et alors, on voit des sortes de ballons, enfin de ronds, là, tout autour, et c'était les ballons qui avaient été lancés à l'époque pour célébrer la libération des otages. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à cette conférence, donc il y a un an, dès le début, vraiment les deux idées qui me sont venues, c'était Javlensky et Rouault. Et alors, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Javlensky admirait les œuvres de Rouault au-delà de celles de tous ses contemporains pour leur religiosité, leur spiritualité, parce que tous deux étaient capables de communiquer l'expérience religieuse, notamment à travers un visage, même s'il ne s'agit pas toujours ouvertement d'un visage religieux, et celui du Christ, en l'occurrence chez Javlensky. Alors, ce que je ne savais pas non plus, c'est que ces deux peintres ont été réunis lors d'une exposition où on avait mis leur visage et tête en regard. Alors, quelques mots sur Rouault, même si vous le connaissez sans doute, mais c'est bon de le rappeler quand même. Que Rouault donc, est un peintre religieux, le seul qui s'est revendiqué tel quel pratiquement au XXe siècle, enfin, l'un des seuls, parce que d'autres ont essayé plus ou moins peut-être de le cacher, parce que ce n'était pas forcément l'assurance d'une belle carrière dans un contexte de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est vrai que Rouault a été très marqué par cette fracture Église-société au début du XXe siècle, notamment avec la loi de 1905 sur et la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, ce peintre, donc Rouault, s'est converti à l'âge adulte après une grave crise morale suite au décès de son maître en peinture qui était Gustave Moreau. Il a la foi, du coup, des convertis, un peu à la Léon Bloy, avec son franc-parler, et il a fait sa première communion à 24 ans. Et donc, toute sa vie, il a témoigné d'une foi sans faille, même s'il était marié avec 4 enfants, il a eu une vie de peintre presque ascétique et marquée par l'authenticité, et plus que par la soif de l'argent ou du succès. Et alors, il y a deux séries de portraits. Alors, il y a les saintes faces qu'on va voir après, mais il y a aussi des séries de portraits que j'appellerais les gens, et notamment 2 catégories de gens, des saltimbanques, alors parmi lesquels on trouve des danseuses, des clowns, un nain, etc. Donc, ce sont des visages d'humanité dans des ouvrages qu'il a illustrés. Il a illustré plusieurs ouvrages
donc cirque de l'étoile filante et divertissement, donc chez des grands éditeurs de l'époque dont les noms sont peut-être familiers, Ambroise Vollard et Thériade, qui ont publié aussi sur Chagall, Picasso, etc. Parmi ces visages donc, de l'humanité, donc là c'est plutôt des visages d'une humanité qui pourrait paraître divertissante, mais qui, dans l'envers des corps, ne l'est pas tellement. Ce sont plutôt des personnes assez exploitées et opprimées. Et de l'autre côté, des visages d'une humanité puissante, orgueilleuse, incarnée par des juges, par les rois, par des colons. Alors, on a aussi quelques autoportraits là à droite. Et s'il y a une chose que Rouault fustige et qu'il met dans sa peinture, c'est l'arrogance des puissants. Et pour traduire cette arrogance, il n'avait pas besoin de mettre un corps en entier. Le visage humain suffisait, donc autant, suffisant, fier, avec le menton levé et un titre un peu ironique quelquefois dans les peintures. Et donc Rouault nous a gratifié de toute une galerie de portraits qui disent plus que tous les mots du monde, parce que ces portraits font ressurgir à la fois cette arrogance ridicule, cette méchanceté, ce mépris envers les plus faibles, et à la fois ce côté soumis des plus faibles. Et donc, dans ces tableaux qui sont souvent de petits formats, Rouault donc, nous livre une vision assez sombre et même désabusée de la condition humaine et de la société du début du XXe siècle, avec une visée morale, voire accusatrice, et une certaine violence populaire même. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Et donc ici, on a des visages particulièrement marqués, avec tête homme dressé. Ici, donc, ces airs un peu donc hommes de loi, des portraits de grotesques. Alors, les femmes en prennent aussi pour leur grade, avec la mondaine, la commère, etc. Donc, des visages qui sont marqués par un air qui n'est pas très, très avantageux. Et ici, on a aussi le cas de ce militaire et homme d'État allemand. Et alors, on peut penser qu'il a un petit peu exagéré dans les traits, mais quand on voit l'original, on trouve qu'au contraire, l'autoportrait l'avantage plutôt. Donc, on voit bien cette dureté dans ces visages. Et donc, il y a une multitude de portraits aussi de profils. Et notamment, il y a aussi des profils de Jésus et des saintes faces, des passions. Et là, il y en a énormément, notamment dans les collections du Centre Pompidou qu'on peut aller voir sur le site. Donc, j'en ai pris beaucoup pour vous montrer, parce que quand on voit tous ces visages différents, c'est vraiment touchant de voir la manière dont il a cherché à capter différentes expressions du Christ. Donc, je vous montre ces visages. Au Christ aux outrages, alors celui-là a été exposé dans l'exposition Javlensky au musée La Piscine à Roubaix, donc en 2021. Il y a aussi toute cette série de encre sur papier de Véronique au tendre lin passe encore sur le chemin. Et énormément de saintes faces avec des couleurs, des styles différents, et certaines saintes faces qui sont entourées comme d'un cadre peint, un peu comme des ex-voto. Donc, je vous montre cette sainte face, un peu comme un temps de méditation aussi. Alors, vers la fin donc dans les années 40-50, les portraits et les tableaux même de paysages aussi de Rouault sont plus colorés. On voit qu'il fait rentrer plus de couleurs. Alors, quand on met en regard ces deux séries de portraits, donc les saintes faces d'un côté et de l'autre les portraits de l'humanité, on comprend l'intention profonde de Rouault,
qui est d'en appeler à la rédemption du Christ sur cette humanité qui a besoin d'être consolée ou d'être rachetée. Consolée parce que oppressée ou rachetée parce que écrasant les plus pauvres et suffisante. Et alors, il a incarné cela aussi dans cet ouvrage, Miserere. Alors, à l'origine, ça devait être 2 livres qui devaient paraître avant la Seconde Guerre mondiale, un qui devait s'appeler Guerre et l'autre qui devait s'appeler Miserere, donc un consacré à l'humanité et l'autre au Christ. Et puis finalement, il y a eu des retards et donc il a été publié plus tard, donc bien après la Seconde Guerre. Et ce vis-à-vis entre les deux, donc l'humanité en souffrance et le visage du Christ, c'est vraiment une manière de demander au Christ de racheter cette humanité. Donc avec Rouault, on passe vraiment du profane au sacré tout le temps. C'est-à-dire son ironie un peu mordante n'est jamais méchante, parce qu'il est aussi pris de pitié et de compassion pour les pauvres gens exploités et pour ceux qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. C'est pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous montre d'autres extraits de ce Miserere. Donc là, ici, vous voyez cet Errotin, dame du haut quartier, croit prendre pour le ciel place réservée. À droite, et nous sommes fous. Donc vous voyez, avec des traits très simples, et ce cerne noir si caractéristique du style de Rouault, eh bien, ça suffit à dépeindre une humanité dans ses travers, ou le Christ dans sa beauté. Alors à la fin de sa vie aussi, Rouault a reçu ses premières commandes de vitraux, donc pour Notre-Dame de Toute Grâce à Assy. Et il y a notamment ce très beau visage de Véronique, ici, qui était une peinture et qu'il a traduite en vitraux et qui est vraiment, vraiment magnifique dans sa simplicité touchante. Alors, je voudrais aussi faire allusion dans un style, mais vraiment complètement différent. Ah oui, une précision aussi qui me semble importante, c'est que Isabelle Rouault, donc la fille de Rouault, spécialiste de l'œuvre de son père, a répertorié pour la seule décennie 1930 50 peintures à l'huile du visage du Christ. C'est pour dire comme chez Jawlensky, c'était vraiment une obsession ce visage et chez Rouault particulièrement la Sainte Face. Alors, je voulais aussi donc m'arrêter juste un moment sur ce cas particulier d'Arnulf Renner parce que en parlant de la destruction à l'acte créateur, parce que cette démarche du peintre autrichien peut sembler au premier abord provocatrice et antichrétienne, hein, comme si il disait non à Jésus, né au Christ. Mais en fait, donc ces œuvres qui consistent pour beaucoup à raturer, à gratter, à peinturlurer des images du Christ, des croix, des icônes, etc. On a l'impression que c'est très agressif et presque un acte de révolte et de contestation et de défiguration là pour le coup, même si ces œuvres esthétiquement sont plutôt belles. Mais en fait, ces œuvres retravaillées ne sont pas en général des reproductions de tableaux religieux de qualité. On n'a pas, par exemple, Giotto ou Fra Angelico. On a plutôt des images de peu de valeur esthétique. Et en faisant mourir ces images anciennes, l'artiste oblige à créer une nouvelle image, une nouvelle œuvre. Et c'est une démarche donc de mort d'une image pour une résurrection de l'art véritable sous une autre forme. Et alors, ce peintre, donc Arnulf Renner, propose un regard renouvelé sur des œuvres qui sont d'abord cachées, d'abord recouvertes. Et ce qui est caché oblige à un effort d'imagination et de mémoire pour voir ce qui est devenu invisible à nos yeux. Et la quête se fait moins visuelle et plus mystique. Et sous les ratures, on cherche le vrai visage de la foi. Et en tout cas, ces peintures sont beaucoup plus théologiques qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. Alors, pour faire la transition avec la dernière partie qui va nous occuper pendant les quelques dernières minutes de cette conférence, je vais vous montrer 2 exemples de saintes faces revisitées dans l'art contemporain, sans les commenter, parce que je pense que ça se passe de commentaires, mais pour vous dire que ce sujet, même s'il est beaucoup moins présent, demeure quand même présent, de même que la crucifixion ou d'autres thèmes religieux, mais sous des formes un peu plus profanes aussi, et quelquefois un petit peu dérangeantes, mais pas forcément blasphématoires. En tout cas, ça peut être très respectueux.
Et ça me permet donc de faire la transition avec la dernière partie, donc, qui est consacrée au visage dans l'art contemporain, avec deux thèmes principaux. D'un côté, donc l'hyperréalisme, entre laideur et beauté, on va voir, c'est une question de détail. Et puis de l'autre, à l'extrême inverse, l'effacement du visage, la défiguration dans l'art contemporain. Donc je vais vous montrer quelques exemples, il y en a aussi beaucoup. Et d'abord, par rapport au contexte, le contexte, c'est vraiment celui d'une société de la retouche et du mensonge, avec une quête de la perfection visuelle, où finalement on ne sait plus si ce qu'on voit, c'est réel ou complètement transformé. Donc l'artiste, en montrant quelquefois le réel, hyper réel dans ses peintures ou dans ses photos, c'est comme s'il rétablissait l'équilibre dans un monde où l'apparence n'est que mensonge. Il veut montrer les imperfections, montrer la laideur, et il oblige le spectateur à soutenir du regard cette laideur en disant mais être humain, c'est pas avoir une peau parfaite, presque comme un mannequin de cire, c'est aussi accepter ses aspérités, accepter aussi de vieillir. Alors, on a ce portrait de Lucian Freud et ses œuvres sont du même acabit, avec des œuvres, donc, pour le coup, ultra réalistes où il ne cache rien. Donc là, c'est un autoportrait, c'est-à-dire qu'il se traite avec autant de pitié que les autres, c'est-à-dire aucune pitié. Il montre vraiment toutes les aspérités de son visage. Et il joue dans ce portrait sur les deux sens du mot anglais reflection, dans le sens de reflet, mais aussi de conscience de soi. Ce style donc est caractéristique de Lucian Freud, très réaliste et acéré. Il peint avec une texture épaisse, dans des tons donc brun, gris et blanc, sous un éclairage électrique. Donc du coup, ça fait briller la chair et ça montre tous les défauts, plutôt que de mettre dans la pénombre. Et Freud ne travaille pas au pinceau, mais à la brosse, donc ça accentue encore la chair avec des accidents de la matière. Et donc, il maîtrise des empattements et on a un visage très grave et où il ne dissimule rien de son visage. Il y a des traits anguleux, exécutés avec un réalisme assez sévère, et il dit « je veux que la peinture soit chère ». Et il s'agit pour lui donc de réaliser des modèles puissants et avec une précision donc quasi exceptionnelle, obsessionnelle, et aucune concession, pas plus dans ses portraits que dans ses autoportraits, avec une peau abîmée, accidentée, un cadrage très resserré autour du visage, pas de fond pour distraire, on est vraiment concentré sur le visage. Et pour l'anecdote, un jour, sa femme de ménage donc, a jeté un coup d'œil par la porte de l'atelier et elle a vu ce tableau sur le chevalet dans la pénombre, et elle a dit « ah ben, moi, j'ai cru que c'était vous ». Donc, c'est effectivement très, très réel. Alors, voilà ce que dit Lucian Freud sur son travail. Il dit « pour moi, le tableau est la personne. J'aimerais que mes portraits ne soient pas comme les gens, mais soient les gens. Pour se représenter soi-même, il faut essayer de se peindre comme si on était quelqu'un d'autre. Dans l'autoportrait, la ressemblance est autre chose. Je dois peindre ce que je ressens sans tomber dans l'expressionnisme. » Alors, dans un genre très différent, Francis Bacon, alors là, le visage est défiguré jusqu'à la monstruosité par la souffrance. Donc, il y a une sorte de bestialité, même dans une série qui s'appelle Tête, d'ailleurs. Et on peut faire un parallèle avec la souffrance aussi de Munch, Edouard Munch, qui a donc peint le cri. En fait, il a peint derrière un paysage, mais qui tourmenté, et qui décrit en fait extérieurement les douleurs qu'il avait à l'intérieur de lui, d'où ce visage qui crie et qui est vraiment très, très célèbre et qui marque la souffrance en peinture. Alors, dans un genre aussi différent, alors là, ce sont des photos réalisé par un artiste donc, qui est né en 1971, qui est devenu artiste photographe un peu par hasard, suite à sa rencontre d'une personne SDF donc dans la rue. Donc, depuis une quinzaine d'années, il dresse le portrait de personnes SDF avec un réalisme poussé à l'extrême, et c'est presque dérangeant parce que par l'hyperréalisme, c'est comme s'il arrachait ces personnes à l'invisibilité et il montrait tous les détails de leur visage qui est marqué par la souffrance et la détresse de leur situation, donc de vie difficile et précaire dans la rue.
Donc, c'était à la fois une démarche artistique et sociale, puisque, en fait, ces photographies, quand il les vend, c'est aussi pour alimenter un fonds pour aider ces personnes qui sont à la rue. Et ce photographe dit « l'émotion est dans les yeux ». C'est surtout dans les yeux. Et il y a des portraits finalement majestueux qui redonnent une certaine noblesse à ces hommes et ces femmes qui sont à la rue, qui sont complètement délaissés par la société. Alors, encore un autre exemple dans l'hyperréalisme, mais je vous montre quand même des portraits assez saisissants de ce même artiste. Et alors, je vais vous en montrer un en couleur, vous allez voir, c'est terrible de réalisme. Et donc, cet artiste, Choklose, aussi dans une forme d'hyperréalisme, qui lui réalise des peintures gigantesques, en reproduisant, donc il trace un quadrillage sur des photos, et puis après il reproduit détail par détail, hein, donc de très très près on dirait des petits tableaux abstraits, mais de loin on voit que c'est un portrait. Et donc il est très connu pour cela, et il dit « Je pense que le visage est une sorte de carte routière de la vie d'une personne », et donc il en montre tous les détails, toutes les aspérités. Et cette technique du quadrillage a été conçue en fait par les maîtres de la Renaissance et adaptée par les peintres contemporains. Un des derniers exemples que je peux vous montrer aussi, donc là encore close. C'est Roman Opalka. Alors lui, c'est une démarche encore complètement différente. Il a fait de sa vie une œuvre pour matérialiser en fait le visage et la matérialisation du temps qui passe. C'est-à-dire que pendant toutes ces années de vie, il s'est représenté donc très régulièrement et presque tous les jours sous un fond blanc avec une chemise blanche. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, on voit que son visage s'efface avec les cheveux blancs. Il est de plus en plus effacé dans la photo. Et il dit « Ce que je nomme mon autoportrait est composé de milliers de jours de travail ». Et donc, il marque l'évolution du temps. Alors, il est aujourd'hui célèbre pour cette démarche extrême quand même, parce que de 1965 à 2011, l'artiste a atteint le nombre de 5 607 249 clichés et il a réalisé des milliers de portraits. Donc là, c'est l'œuvre effectivement de toute une vie. Alors, comme disait Umberto Eco, qui a écrit un livre sur la laideur, justement, l'art permet de rendre aimable la laideur du monde. Alors, je vous avais parlé aussi lors d'une précédente conférence il y a quelques années de Christian Boltanski et c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il est décédé l'année dernière, l'été dernier. Et donc, il y a des expositions jusque cette année-là qui lui rendent hommage au château de Versailles, au Louvre et au Centre Pompidou. Alors, lui utilise le visage comme pour arracher ces visages de l'oubli. Alors, ce sont quelquefois des visages presque effacés, comme pour marquer que finalement le visage finit par s'effacer dans la mémoire. Donc, il le montre visuellement, il a montré visuellement cette réalité. Et ces installations donc, mettent en scène des photographies de visages en noir et blanc, des boîtes d'archives et des lampes allumées. Alors, ça, on dirait des petits sanctuaires. Il a construit aussi des murs de visages, comme arrachés de l'anonymat, où malgré le collectif, l'individualité de chaque visage transparaît. Et donc, chez lui, le visage, c'est comme un rempart contre l'oubli. Donc là aussi, on a des œuvres qui sont empreintes de spiritualité, de religiosité, comme un hommage aux disparus. Ah. Alors, un dernier exemple, Claude Bateau, avec le portrait de mon père jeune, où là, il y a le reflet de la fenêtre qui couvre une partie du visage. Et du coup, là, cet effacement du visage traduit aussi la mémoire, le souvenir et l'oubli. Alors, en conclusion donc, de cette conférence, je voudrais évoquer, comme je vous l'annonçais au début, ce cas particulier donc, des gueules cassées avec Otto Dix, qui a fait les deux guerres, la guerre de 14 et la guerre 39-45. Et même si ici, ces corps et ces visages sont tournés en dérision, ils représentent symboliquement l'horreur
du conflit et la question de la difficile réinsertion des soldats défigurés, parce que personne n'avait envie de les voir, on avait plutôt envie d'oublier la guerre et pas du tout de voir ces visages dans la rue, on avait envie de s'amuser. Et alors je fais le parallèle au cinéma et en littérature avec ce livre qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, donc Au revoir là-haut, et qui a été adapté au cinéma par Albert Dupontel en 2017 et qui raconte précisément l'histoire d'une gueule cassée. C'est un film vraiment magnifique que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu. Et début janvier 2021, il y a eu aussi ce documentaire diffusé donc sur France 2, La Disgrâce, sur des gueules cassées d'aujourd'hui. Alors, soit suite à l'attentat du Bataclan, à la maladie ou à une agression. Et c'était filmé dans les studios Harcourt, qui sont réputés pour mettre en valeur les plus beaux visages du cinéma, notamment avec les photos noir et blanc. Et ici, ce studio avait la tâche de rendre belles ces gueules cassées pour accompagner un dialogue par un journaliste avec ces personnes. Alors, ce documentaire était vraiment édifiant. On réalisait à la fois à quel point notre visage est tout, parce que c'est le premier contact avec la vie sociale, et à la fois combien notre personne ne se réduit pas au visage. Et quand on n'a plus de visage ou qu'on a un visage déformé, eh bien, il y a encore une personne humaine, une belle âme qui se cache à l'intérieur dans sa souffrance, et le contact doit être possible au-delà de cet aspect quelquefois monstrueux de l'apparence et du physique. Alors, je vais terminer sur une note un peu plus légère quand même, alors avec une citation qui m'avait bien plu, donc je vais soumettre à votre méditation, et puis avec deux photos. Alors, le mot de la fin, donc Dieu a créé l'homme à son image, puis a effacé celle-ci en s'effaçant. Voilà, bon. On ne commande pas parce que ça pourrait demander beaucoup de temps, mais j'ai trouvé cette citation comme une belle synthèse entre la sainte face et le visage humain. Et puis, ces deux portraits complètement inattendus. Alors là, quand on voit le portrait de Dieu sous forme de l'agneau de Dieu, chez donc Zurbaran, vous vous souvenez des 4 saintes faces que je vous ai présentées. C'est à cette occasion que j'ai vu ce tableau. Je l'ai trouvé magnifique parce que c'est un visage complètement inattendu de Dieu, de Jésus sous la forme de l'agneau de Dieu. Et puis, dans l'art contemporain, il y a au moins une dizaine d'années, j'avais découvert cette œuvre que j'avais trouvée excellente, Proposition pour un portrait posthume. Et donc, j'ai voulu, comme un clin d'yeux à toutes ces artistes, vous présenter ces 2 œuvres comme un point final. On peut, je pense, remettre les micros et on peut applaudir Valérie. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, c'est le temps des questions. Je peux faire une suggestion? Oui. Est-ce que vous connaissez le vitrail de Véronique Elena, le vitrail au sans visage? Alors, ça me dit quelque chose, donc j'ai dû le voir, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de l'étudier. Mais je veux bien que vous me l'envoyiez. Oui, donc je viens d'envoyer un lien vers une présentation par Pascal Tochon, qui fait partie des... Magnifique, hein. Vraiment, je sais que je l'ai déjà vu parce que le nom me dit quelque chose, mais vraiment, je veux bien que vous me l'envoyiez. Ah oui, il faut regarder ça parce qu'on est dans le sujet à 100%, enfin, puissance 100, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que très intéressant. C'est un sujet tellement vaste qu'effectivement, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter et dire stop, mais effectivement, le vitrage est présenté sur le site. C'est la démarche qui est vraiment extraordinaire. Elle s'appuie sur le visage du Christ de Memling pour le recomposer à partir de photos qu'elle a prises elle-même de visages de personnes qui étaient candidate pour la démarche, et voilà, c'est un projet collectif vraiment merveilleux. Ouais, c'est sûr que j'en ai déjà entendu parler. Effectivement, c'est une très bonne synthèse des 2 sujets, en fait, le visage humain et la sainte face. Tout à fait. Merci. Et sur le plan théologique, c'est puissant parce que construire le visage du Christ avec le visage des hommes, enfin, c'est quand même... C'est pas plus parlant, quoi. Oui, tout à fait. Et ça rejoint aussi justement ce thème de l'empreinte avec Théodore de Chardin et Manessier, c'est-à-dire l'idée que finalement, l'empreinte du Christ, elle est partout dans la nature, mais quand on parle de la nature, elle est aussi en l'homme, en chacun de nous, et c'est à nous d'être fidèles à cette empreinte du Christ en nous. Donc effectivement, en tout cas, quand on est croyant, c'est ce qu'on peut croire
et être fidèle à cette image. Donc, c'est très puissant, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question, mais plutôt un grand merci, parce que moi j'adore les portraits et j'aime beaucoup l'humanité dans les portraits. Et on les retrouve maintenant après une ère d'abstraction, on revient à plus d'humanité. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet aussi par rapport à l'art moderne et à l'art contemporain, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'art. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'art contemporain en disant voilà, qu'ils trouvent ça superficiel, mais dans l'art contemporain, il y a un regard sur notre société d'aujourd'hui qui tient compte aussi de l'histoire de l'art passé. Et c'est vrai qu'il y a des exemples. Alors, il y en a beaucoup plus que tous ceux que j'ai montrés. Donc, merci parce que j'ai bien vu ce qui a été montré là. J'ai bien pris le lien. Et effectivement, je vais l'intégrer très rapidement à cette conférence, si un jour j'ai l'occasion de retravailler sur le sujet autrement, bien sûr, parce que c'est tout à fait dans le sujet, et merci pour cette référence très pertinente. Et oui, effectivement, l'art contemporain montre plein d'exemples de visages qui disent quelque chose de notre société actuelle, et je pense que même si quelquefois c'est dérangeant, il faut savoir regarder pour prendre du recul sur l'humain aujourd'hui dans notre monde. Moi, personnellement, j'étais contente de voir ces visages de Rouault, parce que souvent, j'étais rebutée par l'épaisseur de la matière chez Rouault et le côté desséché des couleurs. Alors que là, là, on n'a pas vu la matière, mais là, il y avait, dans les portraits montrés, il y avait vraiment, je trouvais, une fraîcheur de coloris qui m'a beaucoup surprise. Ouais. Il y a 15 ans, il y a eu une très belle exposition de portraits du Christ de Rouault au Musée d'art moderne et contemporain. Il y a à peu près 15 ans. Et elle n'était pas très grande, mais il y avait vraiment toute une série, la série des portraits, toute une série. C'était juste magnifique. C'est vrai que par rapport à Rouault, moi je me souviens que c'est un artiste que j'ai travaillé quand je dis il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, et je devais préparer un cours sur l'art sacré moderne, justement. Et pour moi, Rouault donc était incontournable, mais j'avoue que j'avais beaucoup de mal avec son art. C'est-à-dire, c'était à la fois incontournable et à la fois visuellement, j'avais du mal. Donc, j'ai quand même travaillé dessus et je devais faire 1h30, 2 heures même de cours sur Rouault. Donc pour moi, il fallait vraiment que je creuse. Et c'est en creusant justement toute l'œuvre de Rouault, et puis en m'intéressant aussi à sa volonté en peinture, enfin son intention, son esprit dans la peinture, que je suis tombée amoureuse de la peinture de Rouault, pas seulement pour la forme, mais aussi pour le sens qu'elle a, avec le rapprochement entre les visages humains et les visages du Christ, et puis cet appel à la rédemption. Vraiment, et c'est vrai qu'après, j'ai eu l'occasion de faire d'autres conférences ou cours que sur Rouault, et c'est vrai que les personnes ont dit, moi, j'aimais pas trop Rouault, et là, j'apprends à aimer parce que je comprends mieux. Donc, effectivement, c'est ce que vous dites, je pense qu'il faut, il rebute au premier regard peut-être parce qu'il est moins flatteur à l'œil qu'un Manessier, par exemple, mais il vaut la peine, il vaut le détour parce qu'il y a une profondeur dans sa peinture et dans son message. Quand il y a une exposition sur lui, il faut vraiment y aller, quoi. Ça, on n'est jamais déçu. Moi, j'ai appris à le connaître avec un numéro de Regard sur la peinture qui est assez ancien maintenant. Bon, c'est réédité régulièrement, mais j'avais appris à le connaître à ce moment-là. C'est vrai que quand il peint les nains, comment dirais-je, les acrobates, etc., il y a quelque chose d'un petit peu gênant, mais en réalité, il fait ressortir énormément d'émotions et comme vous le disiez très bien, la tristesse quelque part de la vie de ces personnes-là qui sont exploitées, qui vivent dans un univers très restreint et qui sont méprisées par le reste de la société. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est saisissant chez Rouault, c'est comment, en très peu de traits, dans une simplicité, il arrive à exprimer autant d'émotions. Ça, c'est étonnant, à la fois dans les saintes faces et dans les portraits des visages humains. Il y a un prolongement bonjour, il y a un prolongement de la ligne de Rouault dans la statue de la personne couchée sur un banc qu'on a vu récemment.
et dont on voit juste que c'est le Christ parce qu'on voit les pieds percés. Oui, tout à fait. Tout à J'avais fait. fait la conférence l'année dernière en avril, Ah oui, oui. la conférence qu'on avait réalisée, que tu avais réalisée Voilà. d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Sur l'actualisation, effectivement, des passions, du thème de la passion dans l'art moderne et contemporain, effectivement, cette œuvre, elle était marquante. Ce qui est intéressant aussi dans ce portrait de Léopold Survage, lorsqu'il interroge l'artiste en lui demandant pourquoi il l'a portraituré de cette façon, c'est le côté, cet œil à l'intérieur et cet œil tourné vers le monde. Hein. C'est finalement le visage qui est entre ces deux univers. Tout à fait. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que forcément, tout le monde, en fait, se demande quel est le sens. Parce que c'est vrai que normalement, pour un peintre qui réalise un portrait, on l'attend au tournant sur les yeux, en disant comment, parce que c'est tellement ce qu'il y a de plus personnel et de plus profond et de plus difficile, que là, bon, on a l'impression qu'il ne s'encombre pas, mais en fait, ça a un sens profond. C'est intentionnel. Donc, oui, cette réponse est très, très belle. Oui. Et c'est vrai que la démarche d'Arnulf Rainer, au départ, je ne suis pas très fan avec ce qu'il fait. Ouais. On a vraiment l'impression, effectivement, de quelque chose d'assez violent, où on rature. Et finalement, quand on le voit sur le plan du cachet révélé, c'est peut-être tout à fait une démarche intéressante. Alors, cette démarche a été jugée tellement pertinente que cet artiste a quand même été nommé docteur honoris causa de… Je comprends bien, elle est dans la maison de Laurence. Pardon? Non. Qui elle? Non, c'est quelqu'un… Au-dessus d'elle. J'arrive pas à parler parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro, là. C'est Odile qui doit couper son micro parce que… Odile en donnait là. Voilà. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que le meilleur exemple de ce que tu dis, Laurent, c'est-à-dire sur le fait que sa démarche théologiquement a du sens sur le cachet révélé, le visible, invisible, un peu comme chez Christo, finalement, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est en cachant qu'en dévoilant. Et il a été donc nommé docteur honoris causa d'une faculté de théologie, enfin, d'une université catholique. Donc, ça veut bien dire que sa démarche a été reconnue comme théologique et non blasphématoire. Oui. Et il y a aussi alors, tu nous as fait découvrir aussi ces portraits de Lee Geffrier. Oui. Mais qui sont saisissants. Hein. Surtout, ce qui est saisissant, c'est sa démarche. On voit ces personnages de la rue, ces personnages SDF qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Ouais. En fait, il était comptable. Donc, cet artiste, il était comptable. Et un jour, par hasard, donc il est tombé sur un SDF, il a commencé à échanger. Et puis, ça l'a tellement touché, cet échange, qu'il a eu envie, cet échange personnel, de le mettre en photo, de le fixer. Et il raconte que chaque fois qu'il réalise des portraits, il commence par s'entretenir avec le SDF. Donc, il met vraiment toute sa vie, toute sa personne, et on voit bien le visage marqué par la souffrance. C'est ça qui est passionnant, c'est de voir comment il met toute la vie et toute la douleur de la société, quelque part, ou d'une personne dans un visage. Et ça, c'est saisissant, et non, c'est très, très beau. Et puis, avec cet argent de fonds, il aide les personnes SDF. Donc, c'est vraiment édifiant. Vous avez une question, Madame Landeville? Ah non, pas spécialement. Je voulais juste faire une petite remarque concernant Javlaski. Il est très très bien représenté au musée des Beaux-Arts de Bâle. Oui. Donc les Haut-Rhinois, les Bas-Rhinois peuvent y accéder facilement. Et c'est là que je l'ai découvert et j'ai vraiment adoré Javlaski. Bon, j'ai jamais creusé son histoire, sa peinture, mais les tableaux là-bas sont vraiment magnifiques. Donc profitez-en si vous êtes dans le coin. Ouais, tout à fait. Puis il y en a pas mal qui étaient justement au musée La Piscine à Roubaix. Effectivement, comme je disais, il est assez peu connu en France, mais il commence plus ou moins parce qu'il y a des expositions maintenant en France, mais il est plus connu en Suisse et aux États-Unis, par exemple, ou en Allemagne, et moi en France, mais effectivement, oui, en Suisse. Il a vécu en Suisse pendant la guerre. Ouais, il s'est exilé. Ouais, tout à fait. Il y a peut-être une autre question, et puis on terminera.
ou une remarque, hein, on n'est pas obligé de poser que des questions. Alors, en tout cas, je vois, il y a Sandrine Bousquet donc, qui a mis un message quand elle dit peut-être que l'art contemporain, l'art non figuratif est moins accessible a priori, moins démocratique, le comprendre nécessite des références culturelles artistiques. C'est pour ça que moi, dans mes domaines de recherche, je me suis spécialisée dans l'art moderne et contemporain, parce que justement, je trouve que ça nécessite un décryptage, et quand on ne connaît pas, on peut ne pas être intéressé, mais quand on connaît, on voit que l'art abstrait ou l'art non figuratif, ce n'est pas quelque chose de superficiel, qui est juste une question de forme et de couleur. On voit qu'il y a du sens. Et moi, j'ai été très marquée, notamment par l'exposition Traces du sacré, qui montrait qu'on n'a pas forcément besoin d'être figuratif pour parler du sacré, parler de la spiritualité. Ça peut passer quelquefois par un dépouillement. Et le dépouillement peut nous permettre de ressentir une profondeur spirituelle et religieuse. Et là, Javlensky nous l'a bien montré, et Kandinsky le montre aussi d'une autre manière. Donc, merci pour cette remarque, Sandrine, parce que c'est tout à fait juste, ça demande un décryptage. Ouais. Alors, j'aime bien Sandrine qui ajoute absolument, vous m'avez tout à fait convaincue. Ouf. Ah, mais c'est merveilleux! Je reconnais mes amis Marc et Thérèse. Mais vous étiez là, c'est merveilleux. Marc et Thérèse, donc, qui sont dans le Nord. Moi, je suis à Molsheim ce week-end, à Strasbourg et à Colmar, mais eux sont dans le Nord. Et tous les deux ont suivi mon cours, justement, à la faculté de théologie. Oui. Que j'évoquais. Donc, je suis contente de vous voir et je vous fais un énorme coucou. Ça me fait plaisir de voir vos visages. Moi aussi. Et je voulais dire, oui, comment? Je voulais dire aussi, par rapport à Javlensky, c'est cette idée que même si on n'a pas une référence religieuse explicite, le visage humain est en lui-même, a une dimension sacrée en lui-même. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est ce que j'avais mis dans le texte d'introduction que Laurence a repris. C'est-à-dire qu'on peut se demander, finalement, quand j'ai abordé les deux, c'était pas pour les opposer. C'était au contraire distinguer pour mieux réunir et dire que finalement, tout visage est sacré. Et même quand on n'a plus de visage parce qu'il est déformé, il reste sacré. Il est encore plus sacré par la souffrance qu'il marque. Et vraiment, donc c'est c'est un très très beau sujet, le visage, très très beau. Oui. Merci. Voilà. On va peut-être arrêter là parce que je vois que le temps file. Oui. Voilà. En tout cas, je remercie chacune et chacun d'avoir été présents derrière vos écrans aujourd'hui. Je remercie évidemment Valérie pour cette conférence qui était passionnante. On se voit pour ceux que ça intéresse et qui sont en Alsace le 7 mai pour une visite du musée Unterlinden avec Valérie, justement. Voilà, donc de 14 à 16 environ. Enfin, on vous mettra un message pour vous donner toutes les informations. Et puis, on terminera peut-être après autour d'un café voilà, pour que ce soit un petit peu convivial entre nous. On terminera l'année de cette façon. Donc, les informations viendront par mail. Et puis, notre saison va s'achever, notre 16e saison. Et donc, on est en train de préparer la 17e. Alors, je peux vous annoncer le thème. Ce sera influence graphique, poétique ou spirituelle de l'Orient vers l'Occident, lignes, arabesques, estampes, aplats, mangas, etc. Voilà, et on redémarrera les conférences le 15 octobre. Voilà, donc d'ici là, on vous fera la surprise du programme. Voilà, mais en attendant, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez sinon une bonne fin de printemps et d'été, si on ne se revoit pas d'ici là. Voilà, au revoir à tous et un grand merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci à Madame Vizine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Elga, merci de nous suivre de Budapest. Merci aussi pour ceux qui nous suivent de Londres. Voilà, au revoir à tous.